Printemps 1995. Campus de l'université de Stanford, Californie. Ok les gars, je m'appelle Sergey Brin, je suis en seconde année à Stanford. On va s'éloigner un peu du match de baseball pour qu'on puisse s'entendre et que je vous présente le campus. T'as peur qu'une balle perdue casse tes lunettes de premier de la classe en maths ? Un petit calcul de probabilité me dit que ça serait déraisonnable d'avoir peur. Mais les probas, c'est pas trop ton truc, non ? Avant de faire des probabilités, il faut être sûr d'avoir toutes les données en main. Peut-être que le frappeur est jaloux de ta meilleure note et cherche à provoquer un accident. T'as raison, et en plus, je lui ai volé sa copine, donc t'imagines, le gars veut vraiment ma mort. J'ai passé pas loin. Ce qu'on va faire, c'est quitter le domaine des probabilités pour celui de la physique pure et quitter ce satané terrain. Dommage, on s'amusait bien. Au fait, je m'appelle Larry Page. La visite du campus de Stanford continue sur le badinage incessant de Larry et Sergey. Les deux hommes viennent de se trouver. Ils aiment le débat, les mathématiques et surtout les nouvelles idées. Je vous emmène aujourd'hui à la genèse d'une histoire qui va façonner le XXIe siècle, la naissance de Google, le moteur de recherche inventé par Larry Page et Sergey Brin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Penny Lane, qui est mon premier partenaire sur le podcast. Alors Penny Lane, c'est l'aventure de 7 entrepreneurs qui veulent simplifier la comptabilité. Ils commencent alors par interroger plus d'une centaine d'entrepreneurs. Et le constat est sans appel. Ils aiment leur comptable, mais n'ont pas les bons outils. Ils se lancent alors dans un pari fou, créer un cabinet d'expertise comptable interne pour tester et améliorer leur outil. Après des milliers de feedbacks, ils finissent par revendre leur cabinet interne. Penny Lane permet donc aujourd'hui de gérer sa facturation d'achat, de vente, piloter sa trésorerie et la grosse différence avec tous les autres outils, c'est qu'il est partagé avec son expert comptable et qu'il permet donc d'avoir des données financières fiables et en temps réel. Penny Lane compte aujourd'hui plus de 20 000 clients. Une belle histoire qui commence. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broin et ce podcast est produit par Inspire Média. Il n'y a qu'une histoire américaine pour commencer sur les cœurs de l'armée rouge. Cette histoire commence par celle des parents de Sergey, 2 mathématiciens russes qui fuient l'antisémitisme de l'URSS des années 70. Sergey Brin est donc élevé dans la banlieue de Washington, en compagnie de son frère cadet. Il se révèle d'ailleurs un élève doué et extraverti, aussi brillant en mathématiques que son père, et aussi bon scientifique que sa mère, ingénieure à la NASA. Après un début dans l'université du Maryland, où son père enseigne, Sergey réussit à intégrer la prestigieuse université de Stanford, en Californie. D'ailleurs, il précède de 2 ans l'arrivée de Larry Page, fils cadet de 2 professeurs d'informatique. Larry, lui, est initié très tôt à l'informatique. L'ordinateur agit sur Larry comme une révélation. Cadet timide et réservé, il développe une véritable passion pour l'informatique et la technologie. Dites-vous d'ailleurs qu'à tout juste 6 ans, son idole, c'est Nikola Tesla. Lorsque les 2 hommes se rencontrent sur le campus de Stanford, le courant passe assez vite. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses en commun, même éducation scientifique, même goût pour le débat intellectuel, et même fond un peu arrogant. Et surtout, ils sont tous les 2 informaticiens de 2e génération, une qualité très rare pour l'époque. Le département informatique de Stanford leur offre d'ailleurs un ordinateur pour travailler et même un bureau, dans des locaux dédiés à la recherche. Alors Larry, c'est pas trop dur les mathématiques ? Ça doit changer de l'université du Michigan.
Au moins, j'ai eu la chance de commencer mes études dans le pays avec la meilleure éducation scientifique au monde. Ça reste à prouver. Enfin, j'imagine qu'en tant que petit gars du Middle West, le nom de Yuri Gagarin ne te dit rien. Ça me dit quelque chose, mais le premier homme sur la Lune, c'était pas Neil Armstrong? Je peux pas dire le contraire, ma mère travaille pour la NASA. Larry et Sergey passent leur temps à débattre. Tout est sujet à controverse. Le but? Rallier l'autre à sa cause. Mais ce n'est que pour le panache et le plaisir du bon mot, car sur le fond, ils sont d'accord. Pendant ce temps, le monde amorce sa révolution avec la naissance du web, et ils ont bien l'intention de faire partie des pionniers de ce nouveau territoire. Au milieu des années 90, Internet se développe à toute vitesse aux États-Unis. Le réseau est d'abord un outil développé par les scientifiques et les universités. C'est notamment un chercheur de Stanford qui développe le protocole TCP/IP, père de l'Internet aujourd'hui. Larry et Sergey travaillent donc dans un laboratoire à la pointe de la technologie des années 90 à Stanford. Larry est fasciné par le nombre de données accessibles sur la toile, mais effaré par la difficulté de retrouver une information. Alors, il existe bien des moteurs de recherche, mais les résultats qu'ils remontent sont peu pertinents. Le web est pour ainsi dire un nouveau Far West, et Larry et Sergey ne sont pas les seuls à vouloir le découvrir. Deux de leurs condisciples, Jerry Yang et David Filo, décident de prendre le modèle de la recherche sur Internet à bras-le-corps. Le classement des sites se fera à la manière d'un annuaire dont les fiches seront rédigées par une armée de rédacteurs. Yahoo est en train de s'inventer à côté de Google. De son côté, Sergey travaille avec l'un de ses professeurs à trouver le moyen d'extraire des montagnes de données. Sans le savoir, il est en train d'inventer le data mining. De son côté, Larry sort tout juste d'un gros projet et parcourt le web via AltaVista, un moteur de l'époque qui donne de bien meilleurs résultats que ce qui existe sur le marché. En analysant ses recherches, il se rend compte que le moteur remonte des liens hypertextes. Son intuition lui souffle qu'il y a quelque chose à creuser. Larry décide alors de télécharger l'intégralité d'Internet. On le pouvait encore à l'époque. L'ambition du projet ne peut que retenir l'attention de Sergey. Larry et Sergey se lancent donc dans cette recherche de liens aussi folle que coûteuse. Chaque fois que leur logiciel araignée parcourt Internet, ça coûte $20 000 à Stanford. C'est Larry qui fait cette estimation. Derrière le chercheur couvre déjà l'homme d'affaires. L'idée est là pour Larry et Sergey, créer un moteur de recherche performant. Petit à petit, Larry comprend que les fameux liens sont une mine d'or inexploitée. C'est à ce moment-là que Larry développe son fameux concept de PageRank. Une page est référencée dans son moteur de recherche en fonction du nombre de liens extérieurs qui pointent vers elle et la qualité de ces liens. Et c'est avec cette idée révolutionnaire que Larry et Sergey créent BlackRub, leur premier moteur de recherche. Un nom qui ne fait pas l'unanimité. Un soir, Larry Sergeyevich, un condisciple, se retrouve devant un tableau blanc pour trouver un nouveau nom. Bon, j'en peux plus. J'ai le cerveau bousillé. J'arrive plus à réfléchir. Et pourquoi pas Googleplex? Vous créez une boîte qui indexe et organise des milliers de données. Ça a du sens, non? 10 à la puissance Gogol. Un chiffre plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Ça me va. C'est plus court. C'est mieux. Appelons-le Gogol. Ce sera donc Gogol. Sauf qu'au moment de réserver le nom de domaine, le nom est mal orthographié. L'entreprise qui vient de naître est baptisée, sur une faute d'orthographe, Google. Mandarin gourmet, Palo Alto, mars 1998. Attendez, on ne quitte pas la table avant d'avoir ouvert les fortunes cookies. Je me demande comment un scientifique comme toi peut se prêter à ce genre de tradition fantaisiste. Ce n'est pas un morceau de papier dans un cookie qui va nous dire si AltaVista est intéressé par Google.
Paul Flaherty, architecte technique d'Alta Vista, sourit sur les dernières paroles de Larry. Il passe un très bon moment avec ces deux jeunes chercheurs si enthousiastes. Leur projet est vraiment intéressant et logiquement, il devrait intéresser Alta Vista qui possède 54% des parts de marché de la recherche sur Internet. Larry et Sergey espèrent $1 million de ce rendez-vous. Et il faut dire qu'ils ont besoin d'argent. Pour l'instant, ils récupèrent des vieux ordinateurs sur le campus pour faire tourner leur moteur de recherche, mais le système D a ses limites. Quelques semaines plus tard, le coup près tombe. Alta Vista refuse leur proposition. Mais ce n'est pas le moment désespéré. Larry et Sergey repartent au charbon. Ils frappent à toutes les portes. Mais toutes les portes se referment. Les moteurs de recherche ne veulent pas de cette fameuse solution de PageRank. Yahoo le premier, qui refuse mais suggère quand même aux 2 doctorants de se lancer à fond dans leur projet s'ils y croient vraiment. Larry et Sergey décident de temporiser. Ils restent à Stanford et continuent de développer leur moteur de recherche avec les moyens du bord. En octobre 1998, ils lancent une nouvelle version et communiquent dessus. Les retours sont encourageants, mais que faire sans argent ? Août 1998, Larry et Sergey désargentés attendent sous le porche d'une maison de Palo Alto, le énième rendez-vous d'un potentiel investisseur. L'homme qu'ils doivent rencontrer ce jour-là est Andy Bechtolsheim, investisseur légendaire de la Silicon Valley. Salut les gars, j'imagine que c'est vous les 2 nouveaux petits génies d'Internet. Allez, on rentre à l'intérieur pour discuter ? Alors notre moteur peut télécharger, indexer et rechercher l'ensemble de l'Internet avec un réseau d'ordinateurs à bas prix. On donne à l'utilisateur les meilleurs résultats de recherche du marché. Non mais les gars, là, je mets le pied dans le plat. Comment vous allez gagner de l'argent ? On va construire un public d'utilisateurs et après on vendra de la publicité. C'est vraiment une super idée. C'est vraiment la meilleure idée que j'ai entendue depuis des années. Quand Andy part vers son prochain rendez-vous, il laisse à Larry et Sergey un chèque de $100 000. Parce que le chiffre est rond et agréable. Le chèque reste 2 semaines dans le tiroir de Larry. Le temps de monter Google Incorporated, l'ordre inscrit au verso du chèque. Menlo Park, Californie, automne 1998. Dernier carton, allez. J'en peux plus là. Larry, t'en es où avec le garage ? J'ai terminé les branchements. Je n'ai plus qu'à rallumer les serveurs. Salut les gars. Je venais vous remercier pour le chèque, mais $1 700, c'est trop. Il y a $200 de plus que convenu. Ah, salut Suzanne. Larry et moi, on a pensé que ce serait bien d'anticiper les taxes. Tu sais, on est là pour longtemps et on veut faire les choses bien, surtout avec une propriétaire comme toi. Merci les gars. C'est vrai qu'un garage capable d'héberger un centre de la NASA vaut bien $200 de plus. Larry et Sergey viennent tout juste de finir d'aménager. Le chèque d'Andy Bechtolsheim a été un véritable déclencheur. Suite à cet apport, ils ont osé demander de l'argent à leurs amis et leur famille, mais surtout, ils se sont mis en congé de Stanford. Et oui, ils sont dorénavant entrepreneurs et même patrons, puisqu'ils ont embauché un collègue de Stanford. Et contrairement aux prévisions de Sergey, les 2 fondateurs de Google ne restent pas plus de 5 mois dans la grande maison avec jacuzzi de Suzanne. Début 1999, ils aménagent dans leur bureau dans le centre de Palo Alto. Google traite dorénavant plus de 100 000 requêtes par jour et compte 8 salariés. Une croissance due uniquement au bouche à oreille est déjà célébrée en 1998 dans PC Magazine qui classe Google dans les 100 premiers sites web. Google gagne en notoriété sans dépenser un centime. En revanche, l'augmentation du trafic a un coût. Très vite, au cours de l'année 99, le nombre de requêtes atteint les 500 000 par jour. Pour Larry et Sergey, il faut donc toujours plus d'ordinateurs et donc toujours plus d'argent. Les 2 hommes décident alors d'approcher les 2 plus importantes sociétés de capital risque de l'époque de la Silicon Valley, Kleiner Perkins et Sequoia Capital. Ils ne savent pas combien d'argent ils vont lever, mais ils sont sûrs d'une chose. Ils veulent garder le contrôle de leur entreprise.
Les deux sociétés de capital risque ne se font pas prier. Depuis des mois, elles voient défiler dans leurs bureaux des entrepreneurs promettant monts et merveilles, sur la base de business plans affublés de montants prévisionnels délirants. Alors, quand Larry et Sergey se présentent avec un produit viable et 500 000 requêtes par jour, elles décident d'investir simultanément. Le 7 juin 1999, Kleiner Perkins et Sequoia Capital investissent respectivement 12,5 millions de dollars dans Google. Les deux sociétés de capital risque posent néanmoins une seule condition. Google doit engager un cadre expérimenté pour se transformer en entreprise rentable. Malgré les déclarations triomphantes de ce milieu d'année, la société de Larry et Sergey ne gagne toujours pas d'argent. Pour faire vivre et grandir Google, il faut de l'argent. Une fois l'argent des investisseurs rentré, Larry et Sergey se précipitent chez Fry's, le géant de l'électronique de la Silicon Valley, où ils font le plein d'ordinateurs, de disques durs et de mémoire. Dans leurs locaux, les employés de Google s'attachent à démonter et enlever toutes les pièces inutiles des PC avant de les remonter et de les mettre en réseau. De la même manière, ils choisissent Linux pour système d'exploitation plutôt qu'un logiciel payant de chez Microsoft. Là où un concurrent dépense $3, Google n'en dépense qu'un pour la même technologie. Mais Google se lance aussi dans une politique agressive d'acquisition. Hey Sergey, j'ai repensé à cette histoire de publicité. Quoi? Attends, viens, on s'entend pas penser ici. Écoute, on est d'accord, de la publicité sur un moteur de recherche, ça biaise forcément les résultats. Va droit au but. Moi non plus, j'ai pas envie de perdre Google faute de moyens. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on sépare les résultats des publicités pour les annonceurs. Lors de l'affichage des résultats, il y aura 2 endroits distincts. Des bannières sur notre site? Non, Sergey, on affichera ça de manière discrète, sous la forme d'un hyperlien par exemple. Cette discussion, Larry et Sergey l'ont depuis plusieurs mois, que ce soit au Burning Man, le festival hippie où ils se rendent chaque année, ou de leur bureau de Palo Alto. Cette fois, elle semble avoir trouvé sa résolution. Google va gagner de l'argent en vendant aux entreprises des publicités discrètes et ciblées sur les pages de résultats. En 2001, Google réalise son premier bénéfice de 7 millions de dollars grâce à la publicité. La bulle Internet a bien éclaté, mais pour Google, qui gagne de l'argent, c'est surtout l'occasion d'embaucher les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley. Cette année-là, Google effectue dès janvier 100 millions de recherches par jour. Janvier 2001, c'est aussi le mois où Google finalise le recrutement de son nouveau directeur général. Un recrutement qui a pris du temps, tant Larry et Sergey ne sont pas pressés de voir un nouveau PDG à la tête de Google. Sergey, Hey Dor, comment vas-tu? J'allais t'appeler. j'ai eu Eric en ligne, il m'a dit que toi et Larry avez reporté le rendez-vous. Écoute, Larry et moi, on veut vraiment le rencontrer, mais cette semaine, ça tombait mal. On vient d'avoir de nouveaux serveurs et... Serveur que vous achetez avec l'argent de notre accord. Accord qui stipule que vous devez prendre un dirigeant expérimenté. Fin de la discussion. J'attends maintenant que toi ou Larry me rappeliez avec le débrief de votre entrevue avec Schmidt. Le dirigeant de Kleiner Perkins harcèle Larry et Sergey depuis plusieurs mois pour qu'ils recrutent un PDG capable de faire franchir à Google un nouveau cap. Mais du haut de leurs 28 ans, Larry et Sergey voient d'un œil très critique l'arrivée d'un senior qui étoufferait la créativité et l'agilité de leur entreprise. De son côté, Eric Schmidt n'a pas plus envie que ça de rencontrer les fondateurs de Google. PDG d'une société de logiciels nouvelle, il cesse son activité et s'implique à 100% dans la fusion. Et s'il a accepté le rendez-vous, c'est pour faire plaisir à Doerr, qu'il apprécie particulièrement. L'obstination de ce dernier finit par payer, et en décembre 2000, Larry, Sergey et Eric se retrouvent autour d'une table. Et disons-le tout net, tous les trois sont là contre leur gré. Merci Eric d'être venu.
Nous cherchons un nouveau PDG pour Google, mais je vais être direct. Je doute fort que vous fassiez l'affaire, du moins si j'en crois la stratégie stupide que vous mettez en œuvre pour la fusion de Novell. Je ne suis pas venu me faire insulter gratuitement. J'entends que vous n'appréciez pas ma stratégie. Personnellement, ce que je trouve stupide, c'est d'entamer une discussion sur une insulte, et non sur des faits. Sergueï est impulsif, mais pour moi la vraie question est qu'allez-vous faire après la fusion de Novell, si toutefois elle réussit? Mais elle va réussir, je suis en train de mettre en place toutes les garanties nécessaires. Et pour répondre à votre question, je ne sais pas. Quand je me consacre à quelque chose, c'est à 100%. Je verrai demain pour la suite. La discussion se poursuit pendant 1h30. Au fur et à mesure, la tension diminue, même si les échanges restent vifs. En sortant, Eric est convaincu qu'il va travailler un jour avec Google. Larry et Sergueï sont moins enthousiastes. Ils ont apprécié l'échange, mais ils veulent s'assurer qu'Eric Schmidt sera 100% impliqué dans Google. 2 mois plus tard, les 3 hommes arrivent à un accord et Eric Schmidt est intronisé PDG de Google début 2001. Une nouvelle ère s'ouvre pour Google et pour le monde aussi. Don't be evil, ne soyez pas malveillant en français. Le slogan informel de Google est-il encore d'actualité pour Larry et Sergueï aujourd'hui ? Est-il possible de continuer à porter ce slogan quand on gère une société qui fait 200 milliards de chiffre d'affaires en 2020 ? Une société qui permet à des millions de personnes d'accéder à l'information dans leur propre langue. Google n'échappe pas à la critique. L'idée ici n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais plutôt d'essayer de comprendre. Est-on le même entrepreneur avec 100 ou 90 000 salariés ? Larry, Sergueï et consorts ont fait grandir Google, l'ont transformé. D'un simple moteur de recherche, ils en ont fait une société aux multiples ramifications. YouTube et ses plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois, Android qui affiche 2,5 milliards de terminaux actifs, ou bien Gmail et ses 1,5 milliard d'utilisateurs. Il est légitime de se demander si finalement, ce n'est pas Google qui a changé Larry et Sergueï. Après tout, une telle entreprise, un tel défi, changerait n'importe quel homme. La question est juste de savoir s'il s'agit d'un changement en bien ou en mal. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.